L'idée, c'est de vous faire une présentation sur Bitcoin Lightning, qui est un système qui permet de faciliter les paiements avec Bitcoin, faciliter les paiements de la vie de tous les jours, et notamment les usages avec les commerçants, puisque c'est l'objectif de démocratiser Bitcoin. Et démocratiser Bitcoin ne pourra pas se faire sans les commerçants. Il ne s'agit pas uniquement pour les gens d'économiser dans leur coin en Bitcoin, c'est bien ça, mais ça ne permet pas de démocratiser l'usage du moyen de paiement notamment, puisque le moyen de paiement est important pour avoir l'aspect monétaire. Et c'est souvent d'ailleurs un reproche qui est fait par les hommes politiques, c'est que Bitcoin n'est pas une monnaie parce que Bitcoin n'est pas un moyen de paiement et n'est pas accepté couramment comme moyen de paiement. Il ne faut pas laisser cet argument-là proliférer parce qu'au contraire, Bitcoin est de plus en plus utilisé comme un moyen de paiement. Et par exemple, sur le site BTC Map, vous pouvez savoir déjà qu'à minima, dans les usages déclarés, il y a 12 000 commerces dans le monde qui acceptent Bitcoin. Et c'est uniquement les usages déclarés. Et moi, quand j'ai été à Madère, j'ai vu beaucoup de boutiques qui acceptaient Bitcoin et qui n'étaient pas sur BTC Map, par exemple. Donc c'est un chiffre qui est probablement en deçà de la réalité. Mais officiellement, vous avez déjà au moins 12 000 commerces dans le monde qui acceptent Bitcoin. Et je parle même pas, je parle des commerces physiques là, mais même pas des commerces en ligne, puisque vous avez aussi des commerces en ligne qui viennent s'ajouter à ces commerces physiques. Voilà, donc c'est un chiffre qui est très en deçà de la réalité en pratique. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Renaud Lifshitz, je suis expert en cybersécurité le jour, on va dire, et passionné de Bitcoin la nuit. Je suis dans Bitcoin depuis juillet 2010 où j'avais acheté mes premiers Bitcoins à 5 centimes de dollars ou 3 centimes d'euros. Je les ai plus de l'époque puisque je les ai vendus il y a bien longtemps, les Bitcoins de l'époque. J'en ai racheté maintenant au prix fort, évidemment. Et je suis auteur aussi de la première présentation sur Bitcoin en France en juin 2011 qui, d'après les recherches de spécialistes de l'histoire de Bitcoin, semble-t-il, était même la deuxième au monde après celle de Gavin Andresen qui avait lieu... C'était aux Pays-Bas ou en Belgique, je crois. Donc, en fait, je suis l'auteur de la première présentation sur Bitcoin en dehors de l'équipe de Bitcoin elle-même, si vous voulez. En 2013, j'ai travaillé sur le sujet des blockchains et de Bitcoin et je suis l'auteur même de la preuve de travail qui a été utilisée dans Datacoin et dans Primecoin, qui permet de rendre utile en fait la preuve de travail en dehors de Bitcoin et notamment de faciliter les travaux de la recherche en maths et de trouver de nouvelles choses en recherche fondamentale en mathématiques. Et donc j'ai modifié un peu la preuve de travail de Bitcoin pour en faire une preuve de travail un peu différente qui aide la recherche scientifique et qui a été utilisée dans Datacoin et dans Primecoin. Primecoin existe toujours aujourd'hui et ça a permis de battre une cinquantaine de records du monde. Et donc ça a permis d'aider les scientifiques à faire des découvertes sur les nombres premiers notamment. Voilà, Primecoin existe toujours et vous pouvez d'ailleurs toujours être rémunéré en Primecoin, à miner du Primecoin et à trouver des records du monde au passage. Et j'avais été cité du coup par Vitalik Buterin en personne pour cette trouvaille qui était pour lui la première preuve de travail utile entre guillemets. Bien évidemment, celle de Bitcoin était aussi utile, mais utile en interne, alors que celle-ci est utile aussi pour la recherche en mathématiques. En 2013, j'ai développé mon propre mineur sur FPGA, mon propre mineur de Bitcoin sur FPGA. C'était très nouveau, ça vraiment venait d'arriver. Les ASIC n'existaient pas. Pardon ? Alors, je vais expliquer. FPGA, c'est une puce reprogrammable. Grosso modo, c'est faire un circuit en câblé avec des portes logiques en câblé, mais c'est reprogrammable de manière logique. Un ASIC, on fond du silicium, donc c'est codé dans le marbre, on va dire, on ne peut plus modifier. Le FPGA, c'est le même principe qu'un ASIC, sauf qu'on peut reprogrammer et recabler les portes en changeant les fils entre les portes logiques pour recabler différemment. Donc c'est le principe d'un FPGA. C'était avant la période des ASIC. L'avantage du FPGA, c'est que ça chauffe très peu parce qu'on ne câble uniquement que ce qui est nécessaire. Et donc, à l'inverse d'un CPU ou d'un GPU, ça chauffe qu'au minimum et ça consomme qu'au minimum. Et ce minage a été rentable pendant 2 ans.
Et ça chauffe tellement peu qu'il n'y avait pas besoin de ventilateur et que ça consommait l'équivalent de 2 ampoules. Hein, donc c'était beaucoup moins consommateur qu'une carte graphique, par exemple. Et encore moins qu'un ASIC. Maintenant, c'est un peu moins intéressant de miner sur FPGA, il faut être clair. Maintenant qu'on a les ASIC, on a encore une efficience en joules par terahash qui est encore meilleure que sur FPGA. Voilà, j'ai fait du conseil pour pas mal de sociétés qui ont eu des projets blockchain, j'ai accompagné une vingtaine de sociétés sur des projets blockchain, sur les aspects architecture et cybersécurité essentiellement. Et voilà, à titre professionnel, comme je disais, je suis expert en cybersécurité et en cryptographie. Et le but, c'est de vous présenter Lightning, et notamment les dernières avancées sur Lightning, parce que ça avance quand même pas mal. Et aussi d'essayer de casser les idées reçues sur Bitcoin, comme quoi Bitcoin c'est lent, c'est cher, parce que Bitcoin remet un petit peu en cause tous ces paradigmes-là qu'on entend notamment de nos politiciens, parce que ça les arrange bien de dire que Bitcoin c'est lent, c'est cher, ça pollue, etc. En fait, Lightning redessine complètement ces cartes-là, parce que Lightning est un réseau qui se greffe sur Bitcoin, mais n'est pas une blockchain, c'est un réseau pair à pair au-dessus de Bitcoin, donc souvent ce qu'on appelle une couche 2 ou un layer 2, qui permet d'accélérer les transactions Bitcoin et surtout de les rendre quasiment gratuites. Hein. Donc, pour les usages commerçants, c'est très utile parce qu'un commerçant ne peut pas retenir son client le temps qu'une transaction soit validée, évidemment. Et c'était le cas, par exemple, le premier établissement en France qui a accepté Bitcoin, c'était le Softbar. Alors, c'était fin 2013 ou début 2014, j'ai un petit doute. Mais il y a 10 ans, pour vous faire la big picture. Et au début, Lightning n'existait pas. Donc, quand vous souhaitiez payer votre consommation au Softbar, il fallait attendre, en théorie, 10 minutes, un bloc Bitcoin, de manière à ce que le commerçant ait la confirmation du paiement, voire 10 minutes, c'est dans le meilleur des cas. En général, c'est plutôt 20 minutes la médiane, pas la moyenne, mais la médiane, donc, pour avoir plus de 50% de chances d'avoir le récépissé de paiement. Et donc, évidemment, un commerçant ne peut pas retenir 20 minutes son client au moment de payer. Alors, c'est le temps d'une bière. Oui, s'il boit sa bière rapidement, ou s'il prend un verre de vin ou quelque chose, voilà. 20 minutes, c'est quand même beaucoup. Hein. Donc ça rendait difficile l'usage pour un commerçant, tout du moins s'il avait des doutes sur son client. Évidemment, s'il connaît son client, bon, il n'a pas forcément besoin d'attendre une validation définitive du paiement. Ce qu'on appelle d'ailleurs la finalité de paiement, hein, c'est être certain que le paiement ne pourra plus être annulé et que l'argent a bien été reçu définitivement. C'est le principe de finalité. Et bien ça, avant Lightning, on n'avait pas de finalité rapide sur Bitcoin et il fallait attendre 10 à 20 minutes en général, minimum, et un peu plus quand le réseau est congestionné notamment, pour avoir la finalité de paiement. Évidemment, pour un commerçant, ce n'est pas acceptable quand il ne connaît pas ses clients, quand il y a beaucoup de clients de passage, quand les paiements doivent être encaissés rapidement et qu'il y en a de nombreux en parallèle. C'est pas acceptable. Donc, Bitcoin Lightning aussi apporte une solution à ça. Et c'est pour ça que maintenant, c'est beaucoup plus pratique pour les commerçants d'accepter Bitcoin grâce à ça. Et ça démonte tous les arguments sur la lenteur, les coûts de Bitcoin notamment, qui sont utilisés. Et maintenant, par exemple, dans cet établissement, hein, vous pouvez payer en Lightning vos consommations. Et la finalité de paiement moyenne, elle est autour de 2 à 3 secondes, ce qui est meilleur qu'avec une carte bancaire, il faut le dire. Hein. Une carte bancaire, c'est plutôt 4 à 5 secondes en moyenne, donc on est plus rapide qu'un paiement par carte maintenant. Donc il n'y a plus cet argument de c'est lent et c'est coûteux, parce que c'est moins cher qu'un paiement par carte et c'est plus rapide qu'un paiement par carte. Voilà. Le Carly aussi, qui a été un des tout premiers établissements avec le propriétaire du Carly qui est juste derrière moi, Tony. Ceux qui sont déjà passés au Carly, le propriétaire est là. Voilà. Bonsoir à tous. Qui a été un des premiers établissements à accepter le Lightning, justement, et qui a un bar à cocktail et à bière dans le centre de Paris, qui est très sympathique. Et je vous invite. Le Lightning officiel dans l'établissement. C'est pas Blue Wallet, hein, c'est un vrai. Voilà. C'est sur la map? Oui, bien sûr. Il est sur BTC Map. Il est sur BTC Map également. Voilà, donc on va parler de Lightning. Je vous ai dressé un peu la big picture, mais parler de qu'est-ce que Lightning, parler un peu d'adoption, où on en est, les portefeuilles Lightning que vous pouvez utiliser, et puis des usages à la fois monétaires et non monétaires sur Lightning, et parler un petit peu des enjeux, qu'est-ce qui reste à faire sur Lightning pour avoir quelque chose de vraiment tip-top.
Alors, qu'est-ce que Bitcoin Lightning? J'en ai un petit peu parlé, mais donc c'est un réseau de couche 2, ce n'est pas une blockchain, hein, c'est un réseau pair à pair au-dessus de la blockchain Bitcoin. Donc on se base sur la sécurité de la blockchain Bitcoin, mais on n'utilise pas directement lors d'un paiement Lightning la blockchain Bitcoin. On fonctionne avec des canaux de paiement entre intermédiaires, voilà. Mais de manière trustless et permissionless, vous n'avez pas besoin de faire confiance à quiconque pour utiliser Lightning. Ça résout le problème de la congestion de Bitcoin, parce que Bitcoin est une blockchain qui, en moyenne, n'accepte que 7 transactions par seconde dans le monde entier. Donc vous partagez cette bande passante avec le monde entier. Et 7 transactions par seconde avec le monde entier, évidemment, vous ne pouvez pas avoir d'usage commerçant direct. Si tous les achats dans tous les commerces du monde entier se faisaient sur Bitcoin, on aurait évidemment plus que 7 transactions par seconde. 7 transactions par seconde, c'est en moyenne, on peut dépasser, mais en moyenne, c'est à peu près ce que permet Bitcoin. On peut aller un peu au-delà maintenant avec les petites améliorations. Et les frais sont surtout insignifiants parce qu'on rémunère au routage les gens qui vous aident à faire parvenir au destinataire votre paiement, mais on est en dessous généralement du centime d'euro en frais. Donc c'est imperceptible même la plupart des cas. Quand vous payez, vous êtes sous 1 centime de frais. Donc pour vous, c'est $1. Hein, vous payez moins d'1 centime de frais. Il faut savoir que les frais carte bleue, hein, c'est souvent, enfin carte bancaire, c'est souvent 1%, 1,5%, éventuellement un peu moins si vous avez beaucoup de volume, mais c'est beaucoup plus, hein, y compris sur une bière hein, ou des choses peu chères, c'est beaucoup plus que 1 centime de frais. Et surtout une validation finale, hein, que je disais, de 3 secondes en moyenne sur Lightning. Ouais. Le routage se fait par qui? Par d'autres nœuds du réseau Lightning. C'est un nœud, n'importe qui peut monter son nœud. Ce sont des canaux de paiement, donc ce sont des nœuds qui se connectent à d'autres nœuds et ça va essayer de trouver un chemin sur ce graphe pour aller au destinataire du paiement. Donc ça. Nous, si on monte un nœud, on peut être... Et vous pouvez percevoir des frais si vous montez un nœud, des frais minimes hein, parce que les frais ne sont pas importants, mais si vous routez beaucoup de paiements, vous pouvez commencer à voilà. Du coup, Lightning est bien plus adapté au commerce électronique qu'aux commerçants, hein, pas de frais, rapidité de paiement, finalité rapide. Et par contre, il faut faire attention, c'est ce qui est déroutant pour les utilisateurs, c'est que le paradigme des paiements est inversé par rapport à Bitcoin. Par rapport à Bitcoin, dans Bitcoin, c'est l'expéditeur qui choisit l'adresse de réception et qui envoie le montant à cette adresse de réception. Sur Lightning, ce qui est courant de faire, c'est que c'est le destinataire qui émet une facture et qui l'envoie à l'expéditeur, et c'est l'expéditeur qui la paye. Autrement dit, c'est le récepteur qui engage le paiement, alors que dans Bitcoin, c'est l'émetteur qui engage le paiement. Donc le paradigme est un peu inversé, il faut faire attention à ça. Et ce qu'on appelle facture, en fait, ça s'appelle invoice dans le vocabulaire technique de Lightning. Le commerçant choisit le montant aussi, ne vous donne pas uniquement son adresse, mais choisit généralement le montant. C'est pour ça que quand vous commandez une bière au bar, le gérant ou le serveur va vous générer une facture qui contient aussi le montant à payer parce qu'il vous fixe directement qu'est-ce que vous devez envoyer. Il ne vous donne pas uniquement une adresse, mais aussi un montant à envoyer et éventuellement un libellé à vous afficher pour que dans votre historique, vous ayez aussi un libellé d'opération et que vous puissiez vous rappeler à qui vous avez payé et pourquoi. Et donc tout ça est saisi par le commerçant, il va saisir sur sa caisse et ça va générer un QR code qui contient le libellé, le montant et la façon de lui payer, c'est-à-dire la destination du paiement. Voilà. Il n'y a pas d'adresse de réception publique sur Lightning, c'est important à comprendre de base. Et la plupart des portefeuilles, par contre, facilitent la conversion et vous permettent directement de saisir un montant en euros ou en dollars. Et ça va convertir en Satoshi, en Bitcoin, hein, en sous-unité de Bitcoin, le Satoshi étant un 100 millionième de Bitcoin. Donc le commerçant saisit en euros, mais par contre, ça va vous générer une facture qui n'est pas libellée en euros, mais qui est libellée en Bitcoin ou en Satoshi. Ça dépend du portefeuille. C'est le portefeuille qui choisit son référentiel de prix. Voilà. Donc le commerçant choisit son référentiel. Mais les écarts de prix ne sont pas monstrueux, hein, honnêtement, entre une source et une autre. Hein. Voilà, donc la facture est adressée au récepteur du paiement. La facture est adressée du récepteur au payeur pour règlement. C'est une chaîne aussi de caractères alphanumériques. Donc soit on vous présente un QR code, soit on vous présente une longue chaîne de caractères texte qui commence par LN quelque chose.
Par exemple, pour envoyer par texto, on pourrait très bien en penser à envoyer par texto ou par messagerie instantanée. Quand on ne peut pas envoyer d'image, au lieu d'envoyer un QR code, on envoie cette fameuse chaîne qui commence par LN quelque chose. Ça fonctionne aussi. Et une facture n'est utilisable qu'une fois. Vous ne pouvez pas payer une deuxième fois. Si vous reprenez la même conso, vous ne pouvez pas utiliser la même facture pour repayer. Ce sont des factures jetables, utilisables une unique fois. Si on peut éviter les allers-retours à l'extérieur, ça serait pas mal, parce que ça fait beaucoup de bruit. Quelle en est la raison? Technique. Ah d'accord, ça ne peut pas passer. On ne peut pas payer deux fois une facture avec un montant libellé. Voilà, alors le montant en Satoshi il bouge beaucoup. Là, c'est vrai que j'ai pas remis à jour le montant de Satoshi. Maintenant, on est pas loin de 1000 Satoshi égale 1 euro. Ça a pas mal bougé depuis. Et on a déjà un Satoshi qui vaut un peso argentin, donc ça a déjà une parité même avec certaines monnaies qui ne valent plus rien littéralement. Voilà. Sachant que 100 millions de Satoshi donc valent un Bitcoin. Il y a un inconvénient à Lightning, ceci dit, c'est que le payeur et le récepteur soient en ligne lors du paiement en même temps. C'est-à-dire qu'ils soient connectés à Internet littéralement en même temps lors du paiement. Il ne peut pas y en avoir un des deux qui est hors ligne lors du paiement. Voilà, ça, c'est une contrainte. Il y a des solutions, par contre, moyennant des intermédiaires qui permettent de passer outre cette contrainte-là, mais c'est quand même une contrainte qu'il faut prendre en compte. Il n'y a aucun buffer? Non. Sauf si vous installez votre buffer à vous, donc un intermédiaire du coup. L'exemple d'une invoice, par exemple au Salvador, puisque maintenant le Bitcoin est une monnaie légale au Salvador, et donc les grandes chaînes se sont mis au Lightning, puisque c'est une obligation légale d'accepter les paiements en Bitcoin, et notamment sur les tickets de caisse McDo, vous avez un QR code qui est une facture Lightning, et donc vous pouvez flasher ce QR code avec votre mobile pour payer en Bitcoin votre McDo. Voilà, donc là, vous avez une photo au Salvador qui date d'un petit moment, mais McDo fonctionne toujours comme ça au Salvador, il n'y a rien qu'à changer. Et donc, vous avez à droite le récépissé de confirmation quand vous avez payé votre facture, voilà, en fraction de Bitcoin. Donc, c'est pour ça qu'on parle plutôt en Satoshi, parce que 0,00000 Bitcoin, bon, plus le Bitcoin s'apprécie, plus on a une fraction de Bitcoin, et donc ça devient difficile à lire. Donc maintenant, on raisonne en 100 millionièmes de Bitcoin directement, ce qui permet de raisonner en Satoshi, en unités entières, ou en kilos Satoshi éventuellement, voilà. Mais plutôt en Satoshi sur les wallets. Voilà, Lightning, il faut comprendre que c'est un protocole assez complexe qui regroupe plein de technos, donc je ne vais évidemment pas rentrer dans le détail, mais il y a plein de choses assez techniques derrière. Donc voilà, c'est un ensemble de protocoles qui fonctionnent de concert, mais on peut faire plein de choses. Là, je vous ai mis juste pour info la pile protocolaire de Lightning. Les slides seront partagés, donc pas de souci si vous voulez les avoir pour référence. Et je vous ai également mis, alors j'attendais le rapport de 2024 River, il n'est pas encore sorti, donc je vous ai mis le dernier qui est disponible, mais voilà un petit peu l'écosystème des entreprises qui travaillent dans Lightning et qui développent des solutions Lightning, soit des portefeuilles, soit des exchanges, soit des infrastructures, soit des interfaces utilisateurs, soit des use cases sur Lightning. Donc vous voyez, il y a énormément d'entreprises dans le monde qui travaillent sur ces sujets-là, et on attend incessamment sous peu donc la version 2024 de cet écosystème Lightning. Généralement, il y a un Bitcoin Lightning Network Industry Market qui paraît à cette période-là et qui est écrit par la société River. Graphe d'adoption, bon, c'est pareil, il n'y a pas eu encore les chiffres 2024. Je pensais les avoir là pour la conférence, mais ils sont en retard ils ont 15 jours de retard sur leur report, donc du coup je vous ai mis que les chiffres 2023. Mais voilà la progression de Lightning, notamment sur le nombre de transactions qui ont été routées. Donc vous voyez qu'il y a une explosion sur 2 ans de l'usage de Lightning. Et en fait ça se comprend bien parce que moi le premier, il y a 2 ans, j'étais pas très enthousiaste sur Lightning. Il y avait beaucoup d'échecs de paiement sur Lightning. C'était une catastrophe. Il faut le dire, il y avait un tiers des paiements qui étaient en échec quasiment quand j'essayais de payer. Il y avait pas mal de problèmes, et notamment de problèmes de compatibilité entre les implémentations Lightning, soit les nœuds Lightning, soit les wallets Lightning, mais il y avait un tiers des paiements qui étaient en échec, il faut être très clair, ça marchait mal. Maintenant, depuis 2 ans, je trouve que ça marche au contraire très bien, donc on est passé d'un extrême à l'autre. Ouais. C'est une question totalement néophyte. Qu'est-ce qui a changé du coup les implémentations.
les implémentations sont beaucoup plus compatibles. Et en fait, il y a eu beaucoup d'études théoriques aussi sur le routage de Lightning et sur la meilleure manière de router un paiement. Il n'y a pas c'est des maths très théoriques pour le coup, mais il n'y a pas de meilleure façon dans l'absolu. Mais il y a eu beaucoup d'études très concrètes et très pratiques des échecs de paiement pour essayer de les minimiser et d'ajuster les paramètres de routage pour qu'un maximum de paiements puissent passer. Avant, c'était des paramètres qu'on mettait un peu au pif. Maintenant, on a étudié de manière empirique les paramètres, on a rendu aussi les implémentations compatibles et ça marche beaucoup, beaucoup mieux. Maintenant, on a 5 ou 10% d'échecs sur les paiements Lightning. Enfin, ça, c'est d'expérience personnelle, hein, ce n'est pas une mesure. Il y a aussi beaucoup plus de canaux. Beaucoup de centralisation. Oui, mais ça peut aller dans les deux sens, la centralisation, ce n'est pas un argument. Ça peut être à la fois un inconvénient et un avantage. Là, vous avez quelques statistiques réseau qu'on peut voir sur le site OneML, OneML/statistiques. Vous avez des stats justement sur le nombre de nœuds Lightning, de nœuds de routage Lightning, nombre de canaux ouverts, le volume de chaque canal, parce que ce sont des canaux de paiement, donc il y a la volumétrie de chaque canal qui est important pour faire passer des paiements, notamment des gros paiements ou de nombreux petits paiements. Voilà. Mais le recensement statistique n'est pas simple parce qu'on est sur un réseau décentralisé, donc c'est très difficile de compter les choses sur un réseau décentralisé. Donc ce sont toujours des chiffres partiels, il faut comprendre ça. Sur un réseau décentralisé, on ne peut pas compter exactement. D'autant que maintenant, on a une amélioration de Bitcoin qui s'appelle Taproot et qui rend difficile l'identification des canaux Lightning. L'ouverture des canaux est moins évidente qu'avant sur les versions récentes de transactions Bitcoin. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que vous savez qu'il y a des boîtes pour envoyer de l'argent à l'étranger. Il y en a pas mal et qui prennent des frais très conséquents, des TransferWise, qui peut me citer des Western Union par exemple. Voilà, il y a beaucoup de boîtes d'envoi d'argent à l'étranger qui prennent des frais importants, entre 5 et 10% souvent, d'envoi d'argent à l'étranger. Ce qui est amusant de savoir, c'est qu'il y a pas mal de ces boîtes-là qui utilisent Lightning entre deux comptoirs nationaux et donc qui utilisent Lightning en intermédiaire pour faire du routage de paiement concrètement. Et donc du coup, ça leur coûte quasiment rien et au final, elles prennent une marge de 5 ou 10% sur votre paiement. Ce qui est intéressant, voilà, c'est qu'on a une petite dizaine, voire une quinzaine d'entreprises d'envoi d'argent à l'étranger qui utilisent Lightning en interne sans vous le dire. Évidemment, c'est incomplet aussi. Mais vous avez quelques entreprises ici qui utilisent ces systèmes. Donc Pouch aux Philippines, qui est assez connu notamment, Bitnov, Bipa, ZBD, Coin Corner, etc. Du coup, j'avais une question. Ça veut dire que ces entreprises-là, pour transférer de la valeur, au lieu de faire du fiat, je ne sais pas quelle monnaie, mais fiat, ils passent par une intermédiaire qui fait fiat Bitcoin Lightning a un droit de réception et fiat. Donc ils disent la rapidité pour transférer. Parfois en neutralisant le risque, c'est-à-dire que pour s'assurer que le Bitcoin ne varie pas pendant le transfert, elles prennent des positions longues et courtes sur les marchés en même temps pour neutraliser le risque de volatilité et pour s'assurer qu'elles ne perdent pas d'argent à cause de la volatilité. Mais oui. Donc rien que ça, c'est un usage d'adoption. Oui, c'est un usage, mais qui est caché, qui est un usage pas de la vie courante réellement, parce que c'est en back-end. Ouais. Et ça permet aussi aux diasporas, évidemment, de pas mal de pays, de faire aussi de l'envoi d'argent, parce que par exemple, les Salvadoriens qui sont en France, imaginons, ou en Europe, pour envoyer de l'argent au pays, c'est bien plus simple et bien plus facile de l'envoyer par Bitcoin, évidemment, que d'envoyer par n'importe quel réseau d'envoi d'argent fiduciaire, qui va prendre plusieurs jours si c'est des transferts bancaires, ou qui va prendre plusieurs pourcentages de marge si c'est du transfert rapide type Western Union. Voilà, donc c'est aussi un usage intéressant pour les diasporas de pas mal de pays. Notamment, qui plus est, quand le pays, c'est une monnaie officielle, évidemment. Et puis on a quelque chose d'intéressant qui se développe sur Lightning, comme on a ces micro-paiements qui ne coûtent quasiment rien et qui sont instantanés. À quoi peut être utile les micro-paiements? En fait, les réseaux sociaux, les micro-paiements sont intéressants sur les réseaux sociaux, notamment à des artistes ou à des producteurs de contenu. Plutôt que de leur envoyer un like, ce qui flatte l'ego mais ne paye pas l'assiette le soir, en fait, on peut envoyer sur les réseaux sociaux maintenant, et notamment sur le réseau social Nostr, ce qu'on appelle des zaps. Et en fait, des zaps, ce sont des likes avec un micro-paiement en Lightning derrière.
Donc quand vous appréciez le contenu d'un producteur de contenu, que ce soit de la vidéo, que ce soit de l'art graphique, que ce soit de la musique, vous pouvez certes le liker gratuitement, mais vous pouvez aussi le zapper sur plusieurs réseaux sociaux qui sont basés sur Nostr. De cette façon-là, il perçoit réellement de la valeur et de l'argent à chaque fois que quelqu'un écoute son morceau, regarde son œuvre, achète son œuvre, apprécie le mème qu'il a posté. Moi, je poste des mèmes sur Nostr, je reçois quelques sats par jour juste en faisant ça. Donc rien de très compliqué. Surtout que c'est des mèmes que je recycle souvent, hein, j'en crée pas beaucoup, donc voilà. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le mouvement value for value. Hein. L'idée, c'est une tendance qui consiste à, en plus de liker, à aussi faire des micro-paiements aux producteurs de contenu qu'on apprécie et essayer d'estimer la juste valeur de ce qu'on reçoit et de le renvoyer en échange derrière. Pareil, un tuto bien écrit, un article intéressant, je peux rémunérer l'auteur du blog. Voilà. C'est aussi une façon de faire. Donc Nostr, qui est un réseau social, vous avez plein d'interfaces graphiques qui sont basées sur Nostr, parce que Nostr est un réseau mais n'est pas l'interface en elle-même. Et donc vous avez l'équivalent de Twitch, d'Instagram, de Twitter sur Nostr. Vous avez des offres d'emploi sur Nostr, vous avez des recettes de cuisine sur Nostr, vous avez énormément de choses. En fait, c'est un combo de réseaux sociaux tout en un. Donc c'est super intéressant, il y a beaucoup de choses. Wavelake, par exemple, vous permet de découvrir des musiciens et des chanteurs et de les rémunérer. C'est un peu un Spotify sur Nostr où vous pouvez découvrir des nouveaux talents de manière un peu aléatoire ou selon vos goûts. Et puis, quand vous trouvez quelque chose qui vous plaît, faire un micro-paiement et dire je vais donner 10-15 centimes, je vais donner 1 euro, je vais donner 10 euros parce que cet auteur-là, j'aime bien. Et il y a des artistes qui ont percé sur Wavelake, qui étaient inconnus jusqu'ici et qui sont devenus des superstars sur Wavelake. Voilà. Stacker News aussi, qui est une sorte de Reddit pour ceux qui connaissent ou de forum communautaire dans lequel les gens postent des articles et plus vous trouvez d'intérêt à un article, plus vous pouvez donc le zapper et le rémunérer. Ce qui encourage les gens à écrire du qualitatif à l'inverse de X Twitter où les gens c'est littéralement du bashing et celui qui insulte le plus l'autre. Là au contraire, on est sur des réseaux sociaux où le qualitatif est encouragé parce que tous les posts qui sont justement peu likés, peu zappés descendent et vous ne voyez que les posts qualitatifs, que les contenus qualitatifs en premier. Donc on privilégie vraiment la qualité, le contenu au reste et ça permet d'enterrer justement tous les trucs qui sont nocifs, littéralement. Donc même pour la santé mentale, ça fait du bien. On va parler des wallets Lightning, des portefeuilles Lightning. Ça, c'est littéralement moi et mon téléphone. Donc, j'ai littéralement, pour reprendre la formulation, une quinzaine de wallets Lightning sur mon téléphone pour les tester selon les usages, etc. Ça peut paraître compliqué. Pareil pour les clients Nostr, j'en ai énormément aussi, parce qu'ils ont tous des petites différences. Mais grosso modo, il y a une tentative de bashing de certains maximalistes sur les portefeuilles, ce qu'on appelle custodiaux. Parce qu'il faut comprendre que vos fonds en Bitcoin, soit vous pouvez les détenir en propre, soit vous pouvez les détenir via un intermédiaire. Évidemment, via un intermédiaire, ça a moins d'intérêt, puisque vous n'avez pas la sécurité, la propriété des fonds purs et durs, comme par exemple quand vous avez votre argent en banque. C'est votre banquier qui décide ce que vous pouvez retirer ou non, malheureusement. Pareil avec un portefeuille Lightning, en théorie, l'intermédiaire peut disparaître ou peut vous bloquer votre accès aux fonds. Ceci dit, pour un débutant, c'est très compliqué d'administrer lui-même et d'avoir la pleine propriété de ses fonds et surtout la pleine liquidité de ses fonds. Et donc, ce que je conseille, c'est d'y aller progressivement. Si vous débutez sur Lightning, il faut commencer par un wallet justement où vous n'avez pas la propriété des fonds, ce qu'on appelle un wallet custodial. Par exemple, Wallet of Satoshi, qui est disponible sur iPhone et Android. Vous n'avez pas la propriété pleine des fonds, mais comme c'est de l'argent de poche, vous le savez, vous ne mettez pas trop d'argent dessus, pas plus que 50 € par exemple, et vous le rechargez avant d'aller au bar, par exemple. Et vous n'avez juste que votre argent de poche dessus. Elle, votre épargne, elle est sur un portefeuille à froid et évidemment pas sur votre téléphone. Voilà. Donc c'est plus facile, bien plus facile pour les débutants et ça permet d'onboarder, on va dire, beaucoup plus de gens. Ces portefeuilles
custodial, parce qu'il n'y a pas toute la technicité, tous les choix de paramètres, tous les choix de sauvegarde, de recovery de votre portefeuille, qui sont assez complexes si vous voulez détenir la pleine propriété des fonds. Voilà. Donc je vous conseille de commencer par là et d'y aller progressivement, un peu comme un bébé qui grimpe les marches une à une. Donc au début, vous avez les wallets custodiaux sur les premières marches, vous avez les wallets un peu moyens sur les marches intermédiaires, et puis quand vous êtes un expert, vous avez besoin d'un portefeuille où il y a toutes les options de paramétrage et la pleine propriété des fonds, voilà, comme ceux que vous voyez au fond. Donc pour les débutants, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment Wallet of Satoshi qui est le plus simple. Il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas de mot de passe, il n'y a rien, il est immédiatement fonctionnel. Il n'y a pas de temps de configuration non plus. Sur les solutions web, parce que celle-ci est une solution mobile, vous avez Tipin si vous voulez un portefeuille sur le web. Et sur les solutions navigateur, mais le service est en décommission, donc ce n'est pas un bon choix d'avenir, mais il y a GetLB qui permet aussi d'avoir un portefeuille Lightning. Mais fin d'année, ils arrêtent le service de custody justement, donc ça sera à vous d'héberger vos fonds. Vous avez les portefeuilles pour un utilisateur confirmé, donc le niveau intermédiaire. Alors là, c'est un nouveau paradigme, c'est des portefeuilles qui sont plutôt récents, on va dire. Ça permet d'avoir en fait la pleine propriété de vos fonds, mais tout en évitant la complexité technique d'avoir à gérer soi-même soit un nœud Lightning, soit des canaux avec de la liquidité et d'alimenter de la liquidité. En fait, l'idée, c'est de se mettre sur une sidechain de Bitcoin, qui est la sidechain Liquid, qui est une blockchain de consortium, qui est très proche de Bitcoin et qui apporte de la confidentialité. Donc, si vous voulez, c'est une sorte de fork de Bitcoin avec des aspects confidentialité. C'est une blockchain de consortium qui est gérée par quelques dizaines d'entreprises de Bitcoin et il faut la signature de l'essentiel de ces entreprises pour autoriser les transactions entrantes ou sortantes à l'extérieur de cette blockchain-là. Mais le gros avantage, c'est que vous pouvez du coup détenir en pleine propriété vos fonds sur la blockchain Liquid et que quand vous avez besoin de payer en Lightning ou en Bitcoin quelqu'un, en fait on fait un swap, on fait une conversion de Liquid vers Bitcoin ou de Liquid vers Lightning et ça coûte beaucoup moins cher parce que cette blockchain-là n'étant pas publique, les frais sont très faibles du coup. Et du coup, ces deux solutions, Aqua et Bull Bitcoin qui est en bêta, sont des solutions de portefeuille qui permettent de détenir vous-même vos fonds, mais avec une certaine simplicité, parce que le portefeuille va faire l'échange de manière transparente et vous n'allez pas le voir. Mais vous pouvez détenir quand même vos fonds par vous-même, quasiment en pleine propriété, parce que vous avez un portefeuille sur une blockchain. Certes, qui n'est pas complètement décentralisé, complètement permissionless, mais quasiment. Donc vous avez un bon compromis au niveau de ces portefeuilles-là. C'est transparent, autrement dit, et vous pouvez payer à la fois on-chain et en Lightning. Donc c'est vraiment une simplicité, on va dire, pour les utilisateurs confirmés. Et pour les experts, ils préféreront gérer eux-mêmes un nœud Lightning, et quelquefois on peut installer un nœud Lightning directement sur le téléphone, ou ce qui s'en apparente. Ou se connecter à un service qui vous apporte de la liquidité, ce qu'on appelle un LSP, qui lui-même va être interconnecté à d'autres relais. Et du coup, vous avez des wallets comme Phoenix, qui est un des wallets, d'ailleurs français, Cocorico, les plus aboutis sur Lightning avec le maximum de fonctionnalités. Donc ça, c'est vraiment pour les power users, ceux qui veulent tout maîtriser et tout paramétrer comme ils veulent. Vous avez Zap également qui existe en version desktop et qui permet de se connecter à votre nœud. Lightning Joule dans votre navigateur, si vous voulez des solutions de micro-paiement dans le navigateur, notamment pour pouvoir faire rapidement des paiements e-commerce, que vous n'avez pas à sortir votre téléphone, mais que vous puissiez payer en un clic lorsque vous voulez faire des achats en Lightning. Et puis une solution que vous pouvez héberger ou non, qui s'appelle LNBits, qui est une sorte de portefeuille hébergé avec plein de plugins, où vous pouvez à la fois avoir des services d'encaissement, des services de giveaway de Lightning, qui s'appelle LNBits. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pour l'associatif, on va dire, c'est pratique pour faire de la collecte, pour faire des cadeaux à ses adhérents, des services de caisse aussi, mais qui seraient hébergés par un tiers ou par vous-même. Et là, vous trouvez sur heyapollo.com, qui est un site d'avis spécialisé dans le Bitcoin. Donc vous avez des avis sur plein de choses, sur des wallets Bitcoin, sur des services d'exchange Bitcoin. Donc quand vous voulez un avis sur un produit Bitcoin, il y a une super plateforme qui s'appelle Hey Apollo, qui est une plateforme pour noter
différents logiciels, services, produits sur Bitcoin. Et là, on peut voir les reviews qui existent sur les wallets Lightning. Donc, le plus, clairement, hein, le plus sollicité, en tout cas en termes de nombre de reviews, c'est Wallet of Satoshi, et qui a aussi des mieux notés. Voilà, c'est pas le mieux noté, mais Wallet of Satoshi est quand même très connu et très utilisé dans la communauté. Vous avez Moon, Phoenix aussi, ZBD, Breeze, Zeus, Blink, qui est le nouveau nom de Bitcoin Beach Wallet, le wallet salvadorien, Mash et Noah. Voilà. Et d'ailleurs, en faisant vos propres reviews, si vous avez un avis sur un produit Bitcoin, vous pouvez aller sur eApollo, écrire votre propre avis et vous êtes rémunéré en Bitcoin à écrire des avis sur eApollo. Donc c'est aussi un moyen de gagner quelques satoshi pour avoir quelques consos au bar en rédigeant des avis utilement pour la communauté. Voilà, donc comme je vous ai dit, hein, sur les wallets, il existe des solutions diverses, à la fois pour utilisateurs débutants, confirmés ou experts. Pourquoi cette différence? Pour avoir la possibilité de paramétrer vous-même vos canaux de liquidité, vos frais aussi, les frais que vous allez payer, la gestion de la capacité entrante ou sortante, parce que selon que vous recevez plus d'argent ou qu'en général vous en dépensez plus, vous n'allez pas paramétrer votre portefeuille de la même manière. Pour recevoir de l'argent, il faut avoir des canaux avec de la liquidité entrante, donc il faut se connecter à des relais qui ont beaucoup, eux, de liquidité sortante, hein, inversement. Et donc ça, c'est un paramétrage qui est un peu technique et qui est un peu complexe. Donc selon votre usage, hein, si vous êtes plutôt dépensier ou si vous voulez plutôt faire des encaissements, et c'est différent du coup pour un commerçant ou pour un client, évidemment, vous allez avoir un paramétrage différent et donc des possibilités différentes. Voilà. Possibilité aussi pour certains wallets de se connecter directement à votre propre nœud, si vous avez votre propre nœud. Et aussi au niveau de la confidentialité, vous avez des réglages différents, passer éventuellement par des proxys ou par Tor, ou passer par des LSP, donc des intermédiaires de liquidité, mais qui, eux, verront votre activité. Voilà. Et évidemment aussi ce fonctionnement en custodial ou non custodial, c'est-à-dire est-ce que vous avez vraiment la possession de vos fonds ou s'ils sont confiés à un tiers. Voilà, les usages de Lightning. Alors, je vous ai mis quelques services très utiles sans KYC de swap de Lightning. Si vous voulez avoir du Lightning, vous pouvez en acheter dans des applications, dans Wallet of Satoshi par exemple, vous pouvez directement en acheter en virement bancaire, en carte bancaire, mais il va y avoir des frais importants et surtout, généralement, vous allez devoir décliner votre identité, donner votre carte d'identité, justificatif de domicile, etc., ce qu'on appelle du KYC, Know Your Customer. C'est plus simple quand vous avez déjà de la crypto d'arriver à avoir du Lightning parce que vous allez pouvoir convertir une crypto en Bitcoin ou une crypto en Bitcoin Lightning. Et ça peut se faire à travers des services de swap, ce qu'on appelle de swap, hein, donc conversion d'une crypto en une autre. Et les services de swap, généralement, sont sans KYC parce qu'ils ne manipulent pas de l'euro sonnant et trébuchant, mais uniquement de la crypto, donc c'est moins régulé. Et là, vous avez des services de swap hein, comme Bols, comme Fixed Float, Simple Swap ou CoinPlaza, qui vous permettent de convertir n'importe quelle crypto quasiment en Bitcoin ou en Bitcoin Lightning et donc d'alimenter votre portefeuille par exemple pour payer votre conso derrière. Donc voilà, très utile ces services-là. Et sinon, vous pouvez aussi acheter du Bitcoin ou du Lightning à quelqu'un lors d'un meet-up. Donc là, c'est si des gens veulent du Bitcoin ou du Lightning contre du cash, ça peut se faire de la main à la main, hein, gré à gré, ou en passant par des services de mise en relation comme Robosat ou Pitch, qui vous permettent de trouver quelqu'un qui veut faire l'opération inverse. Donc si quelqu'un veut vendre du Bitcoin et que vous l'avez en acheter, ça va vous mettre en relation selon la quantité que vous voulez et vous dire, voilà, vous pouvez vous retrouver à tel endroit ou vous pouvez faire le virement par Revolut ou par PayPal, par exemple. Voilà. Mais profitez des meet-up aussi pour acheter ou vendre du Bitcoin parce qu'il n'y a pas de frais et vous avez en plus un bon anonymat en physique. Et c'est aussi plus sécurisé que de croiser quelqu'un dans la rue à 3 h du matin, évidemment. Ouais. Vous avez des portails e-commerce si vous voulez faire des achats en Lightning. Vous avez acceptlightning.com, lightningnetworkstores.com, bitrefill.com qui est vraiment bien parce qu'eux, ils vendent des cartes cadeaux. Donc, vous achetez des cartes cadeaux, par exemple Monoprix, et vous pouvez ensuite aller chez Monoprix avec votre QR code et dépenser vos cartes cadeaux. Donc,
Pareil, sur la plupart des enseignes, hein, vous pouvez aller sur Decathlon, vous pouvez aller acheter sur Amazon. Ils ont des cartes cadeaux pour la plupart des enseignes en France, en tout cas les grandes chaînes. Vous achetez vos cartes cadeaux avec Bitrefill en Bitcoin ou en Lightning et ensuite vous payez avec vos cartes cadeaux. Il faut savoir que les cartes cadeaux en France ne sont pas réglementées au niveau du montant de paiement. Donc vous pouvez payer des commerçants plus de 1 000 euros. Le paiement en liquide est réglementé à hauteur de 1 000 euros par achat maximum. Ça, c'est la loi française. Mais les cartes cadeaux, il n'y a pas de montant dans la loi française. Donc vous pouvez payer autant que vous voulez en carte cadeau. C'est le commerçant qui choisit et qui accepte voilà, en fonction de son niveau de risque et de son appétence. Mais vous pouvez payer 10 000 euros en carte cadeau si vous voulez. Donc acheter plein de cartes cadeaux sur Bitrefill et faire un gros achat en carte cadeau, c'est possible. Il y a un KYC léger, mais oui, il y a un KYC sur Bitrefill. Ouais. Shoppingbit aussi, qui est un store suisse, si je ne dis pas de bêtises, où vous avez plein de produits intéressants, multimédia. C'est une sorte de Amazon e-commerce. C'est du Amazon, hein, c'est assez généraliste, mais vous avez plein de produits et vous pouvez payer en Bitcoin. C'est expédié depuis l'Europe, donc il n'y a pas de frais de douane. Vous pouvez faire vos achats et acheter plein de choses, des vêtements, des meubles, du multimédia, voilà, des achats plaisir sur Shoppingbit et les recevoir très rapidement parce que ce sont nos voisins. Et évidemment, pour les commerces physiques, vous avez BTC Map, vraiment incontournable, BTC Map pour trouver quels sont les commerces autour de vous qui acceptent Bitcoin, dont par exemple Bitcoin Bazar, qui est juste à côté. Viens de rentrer dans la salle. Voilà. Ça, c'était pour les usages commerçants. Ce qui manque un petit peu à Bitcoin et à Lightning, ce sont les usages DeFi, finance décentralisée, donc smart contract, hein, qu'on trouve sur d'autres blockchains comme les blockchains EVM compatibles Ethereum. Donc, possibilité de faire de l'échange décentralisé, du prêt par exemple, lending, de l'emprunt, de tokens, de crypto, d'assets, du swap aussi décentralisé. Donc il manque un petit peu ça se développe lentement. On commence à voir certains stablecoins synthétiques sur Lightning. Alors synthétique, ça veut dire que vous avez un tiers hein, qui va vous assurer l'échange, mais grosso modo, vous avez des tiers comme LN Market par exemple. Vous pouvez transformer à tout moment vos SAT ou vos bitcoins en dollars si vous avez peur que le bitcoin baisse. Sur LN Market typiquement, comment ça fonctionne? Ils prennent une position à l'achat et à la vente sur un exchange et ça du coup vous protège et neutralise les mouvements et donc vous permet de générer synthétiquement du dollar temporairement si vous vous attendez à un crash pour sécuriser par exemple vos gains et réacheter plus tard plus bas. Voilà. Donc ça c'est ce que fait LN Market et donc vous avez des représentants d'LN Market pour parler de ce sujet-là si vous le souhaitez. Et Blink aussi exactement au Salvador qui utilise le même principe et qui vous permet de convertir vos bitcoins en dollars et inversement. Mais ça dépend d'un intermédiaire qui est l'exchange évidemment, donc vous avez un risque de contrepartie qui existe, voilà, qui est léger mais qui existe, il faut le dire. Par contre on avance quand même à plutôt grands pas avec une infrastructure qui s'appelle RGB, à la fois sur Bitcoin et sur Lightning, qui est une surcouche qui permet de faire des smart contracts qui sont client-side, c'est-à-dire qui sont gérés par les clients et pas par des serveurs. Donc le modèle est un petit peu différent par rapport à la finance décentralisée conventionnelle. Hein. Toutes les vérifications sont faites côté client, mais qui permettent de faire des smart contracts et dessus du coup de faire des jetons et de faire potentiellement des services comme des exchanges basés sur ces smart contracts-là. Il y a Bitfinex qui travaille sur le sujet avec un projet qui s'appelle KaleidoSwap et qui devrait, alors normalement il devait sortir en 2024, mais alors j'ai toujours pas de news, je ne sais pas si vous êtes au courant chez LN Market de l'avancement, mais ça devait sortir au premier trimestre de cette année. J'ai été voir le site, il n'y a pas d'information, toujours pas d'information. KaleidoSwap, sinon, qui devrait être le premier exchange DEX sur RGB. Vous avez quelques jetons qui existent sur RGB. C'est des mêmes coins, hein, donc vous avez PPRGB, voilà, qui a une existence pour l'instant alpha sur le réseau alpha de RGB. Donc on va y venir. C'est un petit peu long, mais on va y venir.
Dans les usages non monétaires, je voulais vous présenter un truc que je trouve intéressant. On est toujours embêté par les mots de passe, à se rappeler de ces mots de passe, etc. Mais en fait, il y a des choses très sympas qui existent. Ce sont des sites sur lesquels on peut s'authentifier grâce à Lightning. Donc là, on n'est pas du tout dans un usage monétaire. On est dans un usage de se servir de son portefeuille Lightning pour s'authentifier sur différents sites. Donc il n'y a plus besoin d'avoir un mot de passe différent par site. Ça va vous générer un secret différent par site. Donc ça va vous éviter déjà d'avoir ce problème à se rappeler tous les mots de passe ou en générer un différent par site. Et par exemple, là sur ce site de test, voilà, je clique se connecter avec Lightning. J'ai un QR code, mais j'ai aucun échange financier à faire, hein. Je vais scanner ce QR code avec mon portefeuille Wallet of Satoshi par exemple. Et mon Wallet of Satoshi me dit, voulez-vous vous connecter à lightninglogin.live? Et je fais d'accord, il y a juste deux boutons, un refuser, un accepter. Et vous allez voir, j'ai une confirmation biométrique de login. Et voilà, je me suis connecté instantanément sur ce site-là. LN Market, l'exchange LN Market aussi se supporte cette méthode de login qui s'appelle LN URL Auth sur l'aspect technique. C'est très commode parce que, encore une fois, ça va utiliser un secret différent par site. Donc, du coup, vous ne pouvez plus vous faire voler votre mot de passe parce qu'il n'y a pas de mot de passe déjà. Vous n'avez pas à décliner votre identité parce que ça ne communique pas votre mail. Donc, en termes de privacy, c'est bien meilleur. Et en plus, c'est insensible au phishing parce que si un site de phishing est monté et cherche à vous tromper, il va recevoir un secret différent puisque ça va dépendre de l'orthographe de l'URL, et l'orthographe de l'URL sera différente, et même si vous n'avez pas fait attention que le i était un L ou que le 1 était un L, le site de phishing va recevoir un secret différent du vrai site, donc ne va pas pouvoir réutiliser ce secret et vous usurper votre identité. Donc en fait, c'est un système qui est même insensible au phishing et qui est à authentification forte, puisqu'il faut posséder plus connaître un secret ou s'authentifier sur votre téléphone davantage avec biométrie ou Face ID pour se loguer. Donc vous avez l'autant de forte, plus de mots de passe et en plus insensible au phishing. Donc pour moi, c'est vraiment l'avenir. Voilà. Pas de dépenses d'argent, il n'y a aucun envoi de Satoshi, je ne perds absolument rien. C'est un site de test? C'est un site de test, mais vous avez plusieurs sites comme LN Market qui supportent ce mode d'authentification. Geyser aussi supporte ce mode d'authentification. Quand il vous présente une lumière de login Lightning, et ça s'appelle LN URL Auth, comme je vous ai écrit, LN Auth URL aussi. Voilà, pour moi, il y a à peu près tous les avantages du méthode de login, pas de divulgation d'informations sensibles également. Autre usage non monétaire de Lightning que je trouve très chouette, on parle beaucoup de messagerie, de censure, etc. en ce moment sur les réseaux sociaux. Vous avez des systèmes de chat comme Sphinx, qui permettent de faire des chats de groupe. Par exemple, vous avez un groupe d'amis, vous voulez chatter avec eux. Vous pouvez chatter over Lightning, littéralement. Donc, si vous avez un nœud Lightning, vous pouvez installer le service Sphinx. Et en fait, littéralement, acheminer les chats et créer des groupes de discussion sur votre nœud Lightning ou sur le nœud Lightning de quelqu'un d'autre, si il vous héberge. Et Sphinx propose de vous héberger également. Et de créer vous-même vos propres groupes et de monétiser aussi votre contenu. C'est-à-dire que dans le groupe, vous allez pouvoir poster des œuvres graphiques, des œuvres musicales, des œuvres textuelles, des fichiers que vous voulez partager. Et les gens qui veulent avoir accès à ce contenu, ils vont avoir un paywall automatiquement, donc avoir des frais à payer de quelques sats, quelques centimes, quelques euros, s'ils veulent débloquer le contenu payant, si vous voulez. Donc c'est du chat avec des micro-paiements intégrés, autrement dit. Ouais. Est-ce que c'est aussi lourd qu'un nœud Bitcoin ou Pardon? Est-ce que c'est aussi lourd qu'un nœud Bitcoin? Est-ce que c'est plus facile à installer? Alors, en général, ça va de concert. On installe un nœud Bitcoin et un nœud Lightning à côté parce que Lightning dépend de la blockchain Bitcoin. Donc, en tout cas, le nœud Lightning a besoin de communiquer avec un nœud Bitcoin. Et généralement, du coup, on installe les deux sur le même serveur pour éviter la latence, les lourdeurs administratives, etc. Donc, généralement, ça va de concert un peu. Si vous avez, par exemple, il y a beaucoup de nœuds type Umbrel, des nœuds où vous avez des options d'installation des deux cumulés. Il y a des choses qui vous simplifient et qui vous préinstallent les deux nœuds. Voilà. Il faut comprendre ça. Mais voilà, Sphinx, c'est très intéressant parce que vous pouvez faire également
si vous craignez le spam, bah, que chaque message coûte par exemple 1 sat à envoyer. Et ça va vous éviter du coup tous les robots qu'il peut y avoir sur Telegram ou autre. Parce que pour poster un message, il va falloir payer 1 sat. Donc ça va modérer aussi les gens à pas polluer et pas envoyer n'importe quoi sur le canal. Ça peut aussi avoir un intérêt. Voilà. Et ça va te faire plaisir, Tony. On peut même utiliser Lightning, puisqu'on peut utiliser Lightning pour se loguer sur des sites. On peut même utiliser Lightning pour piloter des objets connectés à distance. Et notamment une Tesla. Donc il y a une démonstration qui avait été faite l'an dernier à Lugano, au forum Plan B de Lugano, où il y avait une Tesla qui était garée sur le parking et n'importe qui pouvait piloter des fonctions de la Tesla, par exemple le faire allumer les phares, la faire klaxonner, lui faire ouvrir les portes, lui faire entamer une musique, voilà, enfin plein de fonctionnalités, etc. En scannant un QR code et en payant, en faisant un micro-paiement Lightning. Et selon le montant du micro-paiement, il y avait une action différente qui était faite. Mais grosso modo, le Lightning adressait, si vous voulez, un serveur qui pilotait l'API de Tesla. Et l'action était dépendante justement uniquement du montant de Lightning. Donc selon que vous payez 1 sat, 2 sat, 3 sat, 4 sat, ça faisait des actions différentes. Voilà. Donc utile aussi pour faire du pilotage domotique éventuellement. Vous pouvez penser à ça chez vous, pour piloter domotique, ouvrir une serrure, ouvrir une fenêtre, etc. Puisque même s'il y a un micro-paiement à faire, c'est un paiement à vous-même que vous faites. Donc vous ne perdez absolument pas d'argent, il passe d'un wallet à un autre, c'est tout. Mais si vous avez une connexion directe de canaux et pas de frais de transaction, de toute façon les frais vous reviennent, ça ne coûte rien, c'est du paiement en boucle, hein, donc c'est paiement à vous-même. Donc vous pouvez très bien utiliser Lightning pour faire de l'authentification domotique et piloter les choses chez vous. Il faut avoir votre wallet Lightning du coup, pour pouvoir piloter vos alarmes, vos stores, ce que vous voulez, à l'image de cet exemple-là. Donc je vous ai mis un lien raccourci sur Bitly qui s'appelle OneSat2Flash, qui est le blog, l'article de blog qui explique comment ça fonctionne derrière avec sa Tesla. Voilà. Faut pas que le nœud tombe en rade, non ? Il ne faut pas que le nœud tombe en rade, mais en même temps, ça évite aussi ça évite le déni de service aussi, parce que quelqu'un qui essaye de brute forcer, ça va lui coûter très cher au final s'il essaye des millions de tentatives. C'est vrai. Donc vous allez vous enrichir si quelqu'un vous attaque, entre guillemets. Attaquez-moi. Voilà, et pour terminer, donc, les enjeux de développement sur Lightning. Qu'est-ce qu'il reste à faire sur Lightning, les améliorations? Fiabiliser les succès de paiement, mais comme je vous ai dit, depuis 2 ans, il y a une grosse amélioration. Moi, j'ai vu, maintenant, il y a des échecs, c'est plutôt 5% au ressenti d'échecs de paiement versus presque 50%, entre 1 tiers et 50% il y a 2 ans. Faciliter l'onboarding des utilisateurs, hein. Éviter les configurations, éviter les temps de téléchargement, d'initialisation des canaux sur certains wallets, etc. Mais sur les wallets débutants, ce n'est pas le cas. Meilleurs UX, meilleure interface graphique pour les non-experts, pareil. Mais Wallet of Satoshi, vous avez pareil 2 boutons principalement, envoyer, recevoir, donc c'est déjà pas mal. Il y a d'autres wallets où c'est moins ergonomique, moins simple. Davantage de solutions aussi non custodiales supportant les Lightning Address. Les Lightning Address, ça vous permet de créer une sorte d'adresse mail pour recevoir vos fonds. C'est-à-dire, au lieu de générer systématiquement une facture, d'avoir une adresse mail qui est constante et que si quelqu'un veut vous envoyer des fonds, il puisse vous l'envoyer à travers quelque chose que vous lui communiquez qui est très simple comme une adresse mail. Donc c'est ce qu'on appelle les Lightning Address et tous les portefeuilles ne supportent pas de Lightning Address. Le Wallet of Satoshi le supporte, mais voilà, il y a assez peu de portefeuilles au final non custodiales qui le supportent à l'heure actuelle. Pour les nœuds aussi, pour les gestionnaires de nœuds, c'est assez compliqué de gérer sa liquidité. Donc il y a toujours une amélioration à faire pour faire voilà, cet équilibrage de liquidité entrante, sortante, suggérer aussi des relais et des canaux à ouvrir pour améliorer la liquidité. Bon, ça c'est plutôt pour les gestionnaires de nœuds. Et pour les commerçants, on a des solutions qui marchent très bien, comme Swiss Bitcoin Pay, qui est utilisé dans pas mal de commerces. Et d'ailleurs, il y avait une petite publicité pour Swiss Bitcoin Pay pendant les Jeux Olympiques, puisqu'il y avait pas mal de commerçants qui avaient communiqué là-dessus sur le fait que pour les touristes, c'était peut-être plus simple de payer en Bitcoin que de convertir en euros, par exemple, pour les Américains.
Ils n'avaient rien à convertir et il y avait beaucoup moins de frais à faire la conversion que de payer directement le commerçant en Bitcoin. Donc Swiss Bitcoin Pay avait fait une communication, voilà, comme il y avait beaucoup d'étrangers en France, sur le fait qu'il y avait pas mal de commerces qui acceptaient Bitcoin. Une quarantaine à Paris, hein, voilà, si on arrondit. De plus en plus de restaurants et de bars notamment. Amélioration des solutions aussi non vulnérables au vol de matériel et non custodiales si possible aussi. Et puis on a des choses aussi qui permettent à un gérant d'avoir accès aux fonds et que les serveurs dans un bar puissent juste encaisser mais pas décaisser par exemple, donc ça évite les vols. Mais ça, il y a des choses à améliorer aussi de ce point de vue-là. Au niveau sécurité, il y a eu quelques problèmes de sécurité qui avaient été identifiés sur Lightning, mais rien de bien méchant. C'était surtout du déni de service. Il y a eu peu de problèmes de sécurité vraiment qui permettaient de voler des fonds, ou tout du moins plutôt difficilement. Mais on a encore des progrès à faire sur des preuves formelles, des preuves mathématiques sur la sécurité des protocoles et sur la sécurité des implémentations qui sont quand même un peu complexes et qui nécessiteraient d'être vérifiées davantage en profondeur. Et je vous ai mis quelques références, donc le rapport River sur Lightning, le site officiel de Lightning Network, le bouquin qui fait office de référence qui s'appelle Mastering the Lightning Network sur ORI, un décodeur d'invoice si vous voulez voir ce qu'il y a dans une facture Lightning d'un point de vue technique comme information, et puis la page Awesome Lightning Network où il y a pas mal de ressources également. Voilà, je vous remercie beaucoup. Évidemment, j'accepte les dons en Lightning. Et vous pouvez me retrouver sur Nostr également. Voilà.